Hey, salut tout le monde, c'est Zokma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 jeux de société. Ça n'a pas été la meilleure des semaines, encore une fois. Des jeux qui m'ont relativement déçu, vous allez voir ça. Et si déjà, petit spoiler, vous me voyez de temps en temps regarder un petit peu ailleurs, comme si j'étais un petit peu timbré, c'est parce qu'il y a une vieille mouche qui n'arrête pas de me casser les bonbons, qui fait bzzz, elle me saoule et j'arrive pas à lui niquer sa mère. Bref, on va commencer tout de suite, on va parler de 3 jeux aujourd'hui. Ça sera une vidéo un peu courte, même si j'ai joué à pas mal de jeux, mais justement, j'ai pas envie de faire une vidéo super longue où je vais vous parler des 6 jeux auxquels j'ai pu jouer cette semaine, donc on va faire un truc un peu plus centré, on va choisir que 3 jeux, puisque de toute façon, certains auront des vidéos dédiées, certains non, etc. Donc voilà, on essaie de faire trouver un petit juste milieu. On va commencer par le tout premier, il s'agit de Tianxia, le dernier édité de Board & Dice chez Pixie Games. C'est un jeu de la série des T de Daniele Tascini et accompagné par Antonio Petrelli. C'est illustré par, je ne sais pas, et le solo. C'est à la fois David Turzi, mais c'est surtout Kacper Fridnikiewicz qui l'a fait. Tianxia, c'est un jeu qui m'a été envoyé par Pixie Games. C'est un jeu que je leur ai demandé, puisque moi, j'adore un de mes mangas préférés. Vous ne les voyez pas, mais là, j'ai une superbe collection de Kingdom. Ce manga, on va suivre les aventures de Shin, qui est un roturier globalement et qui veut essayer de devenir le meilleur général de l'armée de Chine à une époque où la Chine est coupée, divisée en plein de petits états qui n'arrêtent pas de se foutre la gueule. Qui n'arrête pas de se foutre sur la gueule, pardon. Soyons vulgaires, mais soyons quand même français. Et du coup, on va avoir toutes les pérégrinations du royaume de Qi, de Shu, etc., qui se foutent dessus. Et là, on est clairement à cette époque-là où la Chine est divisée. Il y a comme la grande muraille de Chine qui a été disposée, mais on a quand même des États qui se foutent un peu dessus. Donc moi, le thème me plaisait. C'est un jeu que j'avais envie de jouer rien que pour son thème. Au niveau de la mécanique, on a globalement un plateau qui va se diviser en 3 parties, voire 4, chacune qui vaut pour une mécanique. Globalement, ça va être un jeu de pose d'ouvriers, mais nos ouvriers, c'est un gros jeton qui va nous permettre de faire pas mal d'actions. Parce que finalement, dans la zone principale, les zones des États, on peut mettre notre jeton sur une des régions, et dans ce cas-là, on fait une action dans cette région. On peut faire même des actions. On peut aller nommer un gouverneur qui va nous donner un bonus passif pour toute la partie. On peut aller faire des échanges de ressources, et on peut justement aller marchander, c'est-à-dire aller envoyer des ressources en bateau pour gagner des cadeaux. Même si je vous dis que c'est pose d'ouvriers, en fait, le fait de se poser sur une région n'empêche pas les autres de jouer, c'est juste qu'ils vont devoir donner un petit peu de sous. L'autre partie, finalement, ça va être souvent celle qui va nous permettre d'aller récupérer ces ressources. On a une zone avec des bateaux et on va pouvoir mettre nos bonhommes sur ce bateau. Et à l'instant T, on va pouvoir gagner une des 3 ressources, donc du bois, des cailloux et du riz. Mais par contre, à la fin de la manche, pour chacun de ces bateaux, il y a 3 places. S'il me reste 2 bonhommes sur ce bateau, à la fin de la manche, je gagnerai 2 ressources de ce type-là. Si je n'ai plus qu'un bonhomme, je gagnerai qu'un ressource. Si j'ai 3 bonhommes que j'ai rempli totalement le bateau, c'est moi qui vais gagner 2 ressources. Mais la partie finalement la plus importante, ça va être d'aller, enfin la plus importante oui en l'état, ça va être d'aller jouer sur la grande muraille de Chine, parce qu'à la fin de chaque manche, il va y avoir des envahisseurs qui vont essayer de nous foutre sur la gueule, et donc on va devoir se protéger. Si jamais on n'arrive pas à empêcher les envahisseurs d'arriver, les envahisseurs vont arriver dans la Chine et vont aller virer tous les gouverneurs qui sont installés, ce qui fait qu'on va perdre des bonus qu'on aura payé en cours de partie, en plus de potentiellement perdre des points de victoire. Donc déjà, on veut absolument empêcher que les envahisseurs arrivent sur la Chine pour ne plus nous casser notre petit moteur de points de victoire, etc. Donc ça, assez thématique. Et comment on va se positionner? En plaçant des tours, des murs, et puis aller placer nos soldats. Et c'est une partie essentielle au scoring. Celui qui est majoritaire va finalement marquer le plus de points de victoire. Et c'est une partie qui est essentielle. Il y a une dernière partie du plateau qui est aussi ultra importante, qui va être de monter sur les 4 factions différentes du pays pour gagner tout un tas de bonus en cours de partie essentielle. Mais je passe assez rapidement parce que bon, là c'est pas une partie solo. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de partie solo sur la chaîne parce que le jeu m'a pas globalement inspiré. Déjà, le plateau, il fait cette taille-là. Certains diraient comme ma bite, mais bon, ceux-là, on les expulse de la chaîne, hein, c'est pas notre genre ici. Mais vraiment bien gros. Et non seulement il est gros, mais chut, il est en ligne droite comme ça. Donc c'est quand même un peu chiant parce que vous allez sans cesse aller à la partie de la grande muraille, donc sans cesse. Moi je suis un peu vieux, vous voyez, j'ai pas de cheveux, donc ça me saoule de devoir aller toutes les 2 secondes aller au bout du plateau. Alors vous allez me dire, vous allez qu'à le mettre version paysage et c'est réglé. Oui, mais c'est moins joli parce qu'il faut tourner un peu la tête, etc. Techniquement, il est quand même fait
pour être mis dans ce sens-là. Un plateau un peu grand, ce qui fait que le confort de jeu n'est pas énorme, sachant qu'est-ce qu'il avait vraiment besoin d'être aussi grand? Peut-être si on joue à 4, on a besoin d'une bonne lisibilité, mais c'est peut-être un petit peu too much. Et puis surtout, c'est pas un jeu qui est fait pour être joué à 2, et donc en solo, parce qu'en solo on va jouer à 2. Le mode solo en lui-même il est très bien fait. On va utiliser un petit plateau automa avec un deck de cartes, avec des actions qui vont être un peu aléatoires entre chaque partie. Le mode de fonctionnement de la carte, à la manière d'un David Tursi, vous piochez la carte, vous faites la première ligne, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, c'est basta. C'est ultra facile à jouer, vous n'allez pas perdre trop de temps à faire cet automa. Sauf que c'est un jeu où le plus important, c'est la majorité au niveau de la Grande Muraille de Chine. Si vous n'y allez pas, que vous laissez l'automa, et l'automa, lui, il va pas se faire chier, il va bombarder sur la muraille, il va faire quasiment que ça. Et bien, celui qui est majoritaire lors de la bataille gagne 7 points. Le deuxième gagne 4 points à 2 joueurs. Le dernier gagne 1 point. Donc si vous cherchez à faire une autre stratégie que la muraille, et bien déjà, peut-être que l'automa ne va pas réussir à repousser les envahisseurs, et vous allez perdre vos gouverneurs, vous allez perdre des points de victoire. Et en plus, si l'automa, lui, perd ses gouverneurs, il perd 3 points de victoire. Et si l'automa lui perd ses gouverneurs, vous perdez 3 points de victoire. Et si vous arrivez à 0 en cours de partie, c'est perdu. Donc, vous ne voulez pas que l'automa perde ses gouverneurs et vous ne voulez pas perdre vos gouverneurs. Donc, il faut y aller. Et si finalement on vous dit, tant pis, l'automa je le sens bien, je vais essayer de faire une autre stratégie, parce que dans les Eurogames, ce qui est bien, c'est d'avoir plusieurs axes de développement possibles, et celui qui est majoritaire sur la muraille fait 7 points. Le deuxième 4 points. Mais si vous n'y êtes pas, vous marquez 0 points. C'est-à-dire que l'automa, vous allez lui donner 7 points à chaque fois. Et c'est ça le problème, c'est que si vous êtes à 3 joueurs, il y en a 2 qui se bagarrent, pendant ce temps-là vous faites autre chose. À la manche d'après, c'est vous qui allez vous disputer la majorité sur une deuxième muraille, pendant que l'autre fera quelque chose. Mais là, à 2 joueurs, vous n'avez pas le choix. Il faut absolument aller à la muraille à chaque fois, ce qui va vous prendre beaucoup de ressources, beaucoup d'actions, ce qui va vous empêcher de faire certaines choses, et ce qui fait que vous avez quand même l'impression que toutes les parties sont du même acabit, puisque finalement vous n'avez pas le choix que de faire ça. Les mécaniques en soi fonctionnent bien, le jeu tourne bien, thématiquement c'est cohérent, hein. Le fait qu'on va empêcher les envahisseurs de venir et sinon ils vont nous niquer nos différentes contrées, ça marche bien, mais ce n'est pas un jeu qui est conseillable pour du solo et du coup à 2 joueurs, ou plutôt l'inverse, c'est pas un jeu qui est forcément conseillé pour du 2 joueurs et du coup pas non plus pour du solo. Donc pour moi, ça sera un Zeugma, on va dire de bronze, je peux pas dire non plus que ça sera un Zeugma de plomb. Le jeu propose des choses intéressantes si on va dans l'idée que ok, on fait toujours de la Grande Muraille et qu'on y va, et il y a quand même un casse-tête, il y a comme de l'optimisation, il y a comme sa gestion des différentes régions, de quels bonus on va mettre. En plus, la variété des parties, il y a plein de bonus qui seront différents chaque partie parce que vous en avez quand même beaucoup en stock, donc ça crée des sensations un peu différentes, mais vous n'avez quand même en solo / duo qu'une vraie bonne manière de jouer. Et du coup, vous avez vraiment rapidement l'impression de faire toujours la même stratégie à chaque fois, ce qui est un petit peu enquiquinant. Donc, Zeugma de bronze, parce qu'il y a de quoi s'amuser, mais on va pas en faire beaucoup de parties. Et du coup, celui-là, vous le verrez pas en vidéo. Ça m'a pas assez plu, j'en ai fait 3 parties. J'ai pas envie d'y retourner, parce que trop grand, trop chiant d'aller jusqu'au bout. Et en plus, je sais que je vais devoir toujours faire la Grande Muraille. En plus, l'automa, lui, il tartine comme un bâtard, hein. Franchement, il est compliqué à battre, mais bon, après ça fait partie du plaisir. Donc, Tianxia, pas pour du solo. Donc ça m'avait été envoyé par Pixie Games. Là, on va parler d'un deuxième jeu qui ne m'a pas été envoyé par Pixie Games, que j'ai acheté, un petit financement participatif que j'ai acheté pour le thème, pour le matériel, avec finalement son extension qui est en financement participatif cette année, Flock Together, un jeu où on va jouer des poules qui se sont barrées de chez elles, qui se sont trouvées un petit cocon, une petite zone sympathique au milieu d'une clairière et qui du coup se fortifient. Et il y a des prédateurs, etc. Et donc, elles veulent enfin, une fois pour toutes, vivre en paix. Donc, elles vont essayer de se débarrasser des prédateurs. Clairement, un jeu, c'est illustré par Andrew Bosley, ou peut-être sûrement Bosley, celui qui a dessiné Everdell, mais qui fait toujours des dessins magnifiques, surtout quand c'est des animaux, etc. De toute beauté. On a un beau matériel, on a des petits œufs à la manière de Wingspan, où il y a plein d'œufs de plein de couleurs différentes, c'est juste pour le kiff. On a aussi 8 nourritures différentes, mais ça ne change rien. Une nourriture, quelle qu'elle soit, c'est toujours une nourriture, c'est juste pour le kiff. On est dans un univers un peu Kickstarter. Et puis, là aussi, on a un gros plateau. On a un gros plateau, pourquoi? Parce qu'on va avoir, et puis des plateaux personnels, on va avoir chacun notre pool, et on aura des prédateurs. Il faut aller les niquer, comme je vous l'ai dit. Sauf que le jeu se déroule en 3 manches, et à 3 saisons, en fait, et à la fin de chaque saison, tous les prédateurs que l'on n'a pas battus sur les 4 vont évoluer. Vous le verrez sur les photos, j'ai la flemme de ressortir la boîte, etc. Mais chaque prédateur, c'est un petit livret
Ou première page, c'est le niveau 1. Il a peut-être par exemple 4 points de vie, il va faire 2 dégâts plus un bonus. Bah, la manche d'après, hop, il aura grandi. Il aura vieilli, il aura grossi, il aura plus de vie, plus de force et un autre pouvoir. Et niveau 3, encore une fois, encore plus de points de vie, etc. Donc, sachant que pour gagner, il faut tuer tous les prédateurs, avec le dernier prédateur, le chef, le boss, vous pouvez y aller que quand vous avez battu tous les autres, et bien, il faut quand même se presser. De l'autre côté, vous avez vos personnages, vous avez vos poulets, qui eux aussi peuvent évoluer. Ils commencent poussins, puis après petit poulet, et après poule ou coq adulte. Et là aussi, vous avez un livret, vous allez tourner les pages pour la progression. Donc là, franchement, on se dit, ouais, un jeu coopératif, un jeu où il y a vraiment de l'évolution des poules, avec toutes les poules, c'est super bien dessiné, il y a plein de jeux de mots. J'en ai tourné une partie, donc vous le verrez quand même sur la chaîne, parce que vous avez été 2 à me demander mon avis sur Flock Together, et comme c'est un jeu qui sort un peu des sentiers battus, j'avais envie d'avoir une vidéo quand même sur la chaîne de ce jeu. Donc la vidéo sortira probablement peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas, j'ai déjà tourné il y a 2 semaines en réalité, donc on verra. Donc ça promet quelque chose. En réalité, le jeu m'a énormément déçu. Il m'a énormément déçu pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, le côté évolution des personnages, c'est quand même quelque chose que je me suis, parce que peut-être que c'était pas comme ça dans la campagne, mais survendu. Ça me donnait, alors bon, que les prédateurs, on tourne à la page d'après, que ça soit une progression très classique, très simple, pourquoi pas, ça me dérange pas. Mais moi, finalement, ma poule, en fait, déjà sur la première page, je sais déjà quelle est la compétence de niveau 2, je sais quelle est la compétence de niveau 3, et je sais combien d'expérience je dois débloquer pour aller au niveau. Donc techniquement, sur une seule carte, alors que mon petit cahier en fait 4 pages, j'ai toutes les infos. Du coup, tourner les pages va surtout nous aider finalement à avoir une illustration différente. Donc déjà, on peut se dire est-ce que c'est pas surproduit? Réponse, oui. La deuxième chose aussi, c'est que si on me propose de faire évoluer mes poules et de me donner un petit cahier, moi ça me donne l'impression que je vais pouvoir vraiment choisir la manière dont je l'évolue, d'avoir une sorte d'arbre, de si je choisis telle compétence, je passe au niveau 2, si je choisis telle évolution, je passe à la page 3, et après du coup cette nouvelle page me propose 2 autres évolutions. J'aurais aimé d'avoir un poussin, avoir à la fin 4 formes finales. Là, c'est pas le cas. C'est une progression linéaire. Ce type de poussin ira forcément à telle évolution et telle autre évolution. Donc du coup, j'ai un petit livret en me disant chouette, il y a vraiment de l'évolution du personnage, mais c'est beaucoup trop linéaire, beaucoup trop simple. On a tout sur une seule page, donc du coup, on est vraiment avec un matériel surproduit qui prend beaucoup de place pour pas grand-chose. L'autre chose, c'est que c'est un jeu finalement coopératif, mais très 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 classique. Moitié de pose d'ouvrier, mais vite fait. On se pose à un endroit et on peut faire les actions de l'intérieur du poulailler si on est dans l'intérieur du poulailler, ou à l'extérieur, les actions extérieures qui vont juste être récupérer de la vie, attaquer un ennemi, pondre un œuf, ça va être des choses très classiques. C'est vraiment un jeu assez familial finalement. Et du coup, la mécanique n'est pas ultra intéressante. C'est vraiment juste faire des actions très 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 basiques. Ok, c'est un jeu plutôt d'initiation, mais voilà, moi j'avais envie d'y croire avec cette évolution du personnage, et c'est pas le cas avec un jeu très simple. En plus que en solo, vous pouvez jouer une seule poule, ça ne sert à rien, parce que vous avez 2 actions à chaque manche, à chaque tour, et sur une saison, je crois que vous avez 7 ou 8 tours, une action, par exemple, c'est de se déplacer. Donc si vous êtes tout seul, vous allez devoir tout faire tout seul, toujours vous déplacer, vous allez perdre un temps fou à bouger. À 2 joueurs, certes les ennemis ont 2 fois plus de vie. À 3 personnages, les méchants ont 3 fois plus de points de vie. Mais justement, vous avez cette possibilité de jouer de manière coopérative. Donc on va faire des déplacements plus optimisés. En plus, certains poulets ont des compétences qui agissent sur les autres personnages. Donc si vous jouez tout seul, vous perdez vraiment ce croisement, cette possibilité de jouer de manière, je vais dire symbiotique, mais de s'aider vraiment. Donc si vous jouez tout seul, jouez à 2 voire 3 poulets, même si ça prend un peu de place, mais jouez pas un poulet. Mais du coup, ça reste quand même un jeu trop simpliste. C'est pas un mauvais jeu si vous jouez en familial, mais moi c'est ça qui m'a vraiment déçu. J'avais l'impression que j'allais pouvoir évoluer mes poulets. Et en plus, la stratégie finalement, même si vous le verrez dans ma partie où j'ai très mal joué, la stratégie est un peu la même. Quand vous êtes un petit poussin, vous n'avez pas de vie, donc à la moindre claque d'un prédateur un peu évolué, vous crevez, donc vous êtes toujours obligé de passer par une phase d'expérience, c'est-à-dire manger pour grossir, pour devenir plus fort, parce qu'il faut absolument que vous soyez sur la phase 2, voire la phase 3 si vous voulez réussir à battre le boss de fin. Donc ça vous force finalement à avoir un peu toujours le même schéma de jeu, grossir et après aller poutrer tout le monde. Il y a des bonnes idées, les jeux de mots, le design, le fait d'avoir, avec l'extension, on a plein de prédateurs, on a plein de poules, mais c'est quand même beaucoup trop classique. Et le petit twist du développement m'a relativement déçu. Ça sera aussi un Zeugma de bronze. Encore une fois, je ne peux pas dire pas de Zeugma parce que c'est
peut-être moi qui n'ai pas compris ce qu'était le jeu au moment de le financer, mais c'est pas un jeu où on va avoir envie de revenir très régulièrement si on est des joueurs un peu chevronnés, quoi. Donc voilà, deuxième déception pour cette semaine, ça commence à faire, et puis on passe sur Eternal Dex. Est-ce que ça va être la déception? Eternal Dex, je l'avais demandé à Pixie Game. Moi, quand je demande mes jeux, je les demande finalement un mois avant la sortie, parce que ça rien de les demander 15 ans avant. Et on m'a répondu, bah non, on a déjà tout donné à des influenceurs, etc. Bon, bah tant pis. Pas de copie presse Eternal Dex. Du coup, je l'ai précommandé direct sur Ludum. Le jour où ma commande devait partir, et bah ça me dit, bah commande non expédiée, parce que précommande, le rupture de stock, ma précommande finalement ne sera pas livrée au mois d'octobre, mais au mois de février. La baise. La baise, mais bon, finalement, je me dis, bon, bah je vais essayer de regarder s'il n'y avait pas d'autres boutiques. À ce moment-là, il y avait encore l'Entretemps Thionville qui le possédait. Je me dis que je vais y aller là hier, en fait. Mais entre-temps, je reçois mon colis Ludum parce que j'avais fait une autre commande avec d'autres jeux, etc. Et finalement, dans cette commande, je n'ai rien reçu, à part Eternal Dex, qui était normalement censé être livré en février. Donc finalement, ma précommande qui avait été repoussée, elle a quand même été validée. Je n'ai fait pour le moment que 4 parties. Je vais avoir un avis quand même encore transitoire. Je suis d'ailleurs pas encore sûr de mon Zeugma. Je vous aurai une vidéo, même si on a déjà 15 000 sur internet, vous l'aurez dans 10 jours, 2 semaines, quand j'aurai un peu plus travaillé le jeu. Donc j'y ai pour l'instant joué que en solo, sachant que c'est un jeu que j'attendais beaucoup, surtout pour y jouer en multijoueur, parce que ma compagne adore The Game, on aime beaucoup jouer à deux, à des jeux comme ça, à communication cachée. À chaque fois que j'ai joué à ce genre de jeu, ça marchait toujours très bien, c'est notre type de jeu à deux, tous les deux. Là je me suis dit, bon bah en solo, ça va quand même être un vrai puzzle game, ça va peut-être être moins intéressant. Le but du jeu, globalement, ça va dépendre fortement du type de défi, parce qu'il y a 6 A, B, C, D, E, F, Y. Il y a 6 scénarios différents qui vont vraiment avoir des petits gimmicks différents, des manières de gagner la partie différentes. Mais globalement, on va tous avoir un deck de cartes d'une couleur, avec des cartes qui vont de 1 à 5, et je vais jouer des cartes sans avoir le droit de communiquer à l'adversaire, aux autres joueurs, ce que j'ai. Par contre, ils savent que moi j'ai des cartes de dos vert. Peut-être qu'ils verront à un moment que j'ai des cartes avec ce dos-là, donc ils savent que j'ai des cartes momies. Et la carte momie, on sait exactement ce qu'il y a dans le deck. On sait qu'il y a un bicolore, un 1 bleu, un 3 bicolore, etc. Donc ils peuvent avoir des idées de ce que j'ai dans ma main, s'ils savent un peu ce qui est sorti, s'ils savent quelles sont les cartes potentielles du deck. Donc ils ont quand même quelques informations. Et puis on a ces petits jetons pour aller dire, bah, je me place là, ce qui veut dire que peut-être ça donne une information que je peux potentiellement jouer là, sans dire ce que c'est, sans bloquer vraiment l'emplacement. Donc voilà, on a un jeu de communication caché avec nos cartes, avec nos trucs. Et puis on va avoir des manières de poser les cartes. Globalement, sur la première partie, vous avez la première ligne où il faut faire des cartes croissantes, la deuxième ligne des cartes décroissantes, et la troisième ligne, on met ce qu'on veut. Sauf que vous ne pouvez jamais mettre 2 cartes de la même couleur à côté, sauf exception, mais normalement pas possible, ni de mettre 2 fois la même valeur côte à côte. Donc il va falloir faire en sorte de réussir à jouer nos cartes pour terminer une ligne, parce qu'en terminant une ligne, vous réveillez un ancêtre, un éternel tout simplement, c'est dans le titre, et vous récupérez ces cartes, parce que si jamais à un moment vous ne pouvez pas piocher de cartes et que vous ne pouvez pas jouer de cartes et que vous ne pouvez pas piocher de cartes, c'est game over. Donc, sachant que vous commencez qu'avec 5 cartes en main chacun, donc ça va vite. Il faut rapidement aller chercher des decks pour rapidement pouvoir continuer de jouer. Si à un moment vous ne pouvez plus jouer, game over. Et donc vous allez jouer tour après tour jusqu'à ce que vous ayez validé les différents objectifs de votre partie. Ça c'est du multijoueur. J'y ai pas encore. Si, j'ai joué en multijoueur à Cannes avec Mathieu de Ludovox, et clairement c'est toujours plaisant d'avoir ce jeu, d'hésiter où on va jouer parce qu'on ne sait pas ce qu'a l'autre. C'est vraiment tout le... Oh, j'ai réussi à lui foutre une petite gifle à la mouche. Trop cool. En solo, finalement, on va jouer 3 golems. On va jouer avec des mains visibles. Donc je saurai exactement ce qu'a ma main 1, ma main 2 et ma main 3. Sauf qu'on aura un golem principal qui jouera avec 3 cartes en main. Et son deck à côté, pas se cacher. Le deuxième n'aura, les 2 autres qui seront des golems secondaires, n'auront que 2 cartes visibles. Donc, quand même plutôt sympa ce petit côté d'avoir quand même beaucoup d'informations. On perd le côté qu'est-ce qu'il a, comment ça va jouer, pourquoi il a joué là, est-ce que c'est parce qu'il avait ça, qu'est-ce qu'il a voulu signifier en jouant cette carte-là. On devient vraiment sur un puzzle game, on a beaucoup d'informations, comment faire en sorte de valider les objectifs. Donc ça devient un jeu beaucoup plus classique, mais bonne idée d'avoir 3 cartes, puis 2 cartes, puis 2 cartes. Comme ça, on est quand même un peu plus restreint, on a quand même quelques petits trucs. Donc clairement, le jeu est quand même moins excitant, mais ça marche très bien. On est vraiment sur un jeu de gestion de main, mais on perd
on perd un gros intérêt du jeu quand même. Ceci dit, le mode solo est franchement bien travaillé, puisque en plus de potentiellement se donner des défis, d'ailleurs je vous ai dit, il y a 6 scénarios différents, il y a un mode expert pour chacun de ces scénarios, en plus d'avoir des niveaux de difficulté de manière intrinsèque, donc ça fait déjà 12 mises en place différentes. On a des défis qu'on peut se mettre, où il faut absolument qu'on valide ça sans avoir joué de couleur verte, sans avoir joué de carte joker, etc. Et il y a un mode histoire. Alors l'histoire, c'est pas narratif pour un sou, hein. L'histoire tient sur mes deux doigts et puis c'est tout. Mais ce qu'ils vont nous proposer d'enchaîner les 5 scénarios principaux du jeu, ou les 6, je ne sais pas s'il y a le 6e, c'est peut-être que les 5 premiers, et d'améliorer nos golems. C'est-à-dire qu'en fonction de notre partie, quand on l'a validé, on va débloquer un certain scoring, et ces scorings, en fonction du nombre de points, on va pouvoir cocher sur une petite grille d'amélioration pour chacun de nos personnages, tel case. Donc du coup, ce qui fait que quand il utilisera normalement en solo, quand on défausse un jeton comme ça, qui servent normalement à donner des informations un peu aux autres joueurs, en solo, quand on en défausse un, ça nous permet de piocher une nouvelle carte. Par exemple, on va pouvoir l'améliorer pour que quand on défausse un jeton, on débloque 2 cartes, ou qu'on puisse échanger telle carte avec tel autre joueur, etc. Donc on va vraiment avoir des personnages qui vont s'améliorer au fur et à mesure des paliers, le but étant de réussir à gagner les 5 paliers à la suite, puis d'avoir un scoring total. Donc ça, c'est une bonne idée de variante pour ajouter un petit peu de folie. Donc tout le monde en parle d'Eternal Dex, que ce soit les joueurs multijoueurs, les joueurs solo, ça fait beaucoup de bruit, le jeu est globalement en rupture un peu partout. C'est vrai que c'est quand même très 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 joli, il y a plein de couleurs. Un Éternel, quand on l'a pas réveillé, il y a ce côté gris qui est ici, mais une fois qu'on l'a réveillé, qu'on le met tout là-haut, et ben on a le côté coloré, ça fait vraiment un beau plateau. En plus, on a un petit tapis, etc. Le matériel est top pour un jeu qui n'est vraiment pas cher. Il y a plein de manières de se donner des défis, etc. Le jeu, c'est même un bac à sable, parce qu'il y a moyen de créer ses propres niveaux. Ils nous incitent à le faire et à partager sur leur site, etc. Donc, contenu riche, belle idée de mécanique, ça marche très bien, mais en solo, sachez que du coup, on perd une grosse partie du fun du jeu. Ça devient du coup un puzzle game, pur et simple. Comment bien positionner nos cartes pour réussir à tenir et gagner. Ça reste quand même très convaincant, mais du coup, comme je sais le potentiel multijoueur, pour moi ça sera probablement qu'un Zeugma d'argent, parce que du coup je suis pas sûr que pour du solo, que ça soit absolument le jeu qu'il vous faut, qui va vraiment vous entraîner, vous donner du plaisir tout au long de vos parties. Mais voilà, à savoir que pour l'instant je n'ai fait que 3 parties, donc on va attendre un petit peu. Peut-être que sur ma review finale ça sera un Zeugma d'or, parce que finalement ça m'aura vraiment plu. Ça marche très bien, mais du coup en solo, bon, c'est pas non plus exceptionnel, quoi, hein. En même temps, bien sûr que l'idée même du jeu repose sur du multijoueur. Voilà, finalement Eternal Dex, ça n'a pas été une déception. Je pense que vous n'y avez pas cru une seule seconde non plus. Vidéo du coup assez courte, hein. J'ai joué à d'autres jeux, j'ai joué à Nocturne, mais vous aurez une vidéo la semaine prochaine. J'ai joué au Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Il y aura une vidéo dédiée qui a déjà été tournée. J'ai sorti mon premier short sur la chaîne. On teste, on voit ce que ça donne. Bien sûr que ça ne remplacera jamais les vidéos longues, mais j'ai voulu faire un petit peu des tests pour voir ce que ça donnait. J'ai joué à Touchous aussi, le microgame de Matago. On en reparlera bientôt. J'ai aussi fait un short et une vidéo longue. Enfin, une vidéo longue de 20 minutes, quoi. Donc vous verrez les deux prochainement. Et j'ai joué également à Tech Time. Grosse semaine, j'ai fait beaucoup de parties. N'hésitez pas à commenter, partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si jamais il y a un lien affilié en description pour vous procurer vos jeux, que ce soit ceux-ci ou d'autres, je récupère un pourcentage plus que agréable. Et puis bah moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.